C'était il y a 80 ans, dans l'URSS occupée par les nazis. Tout le village a été incendié. Ils ont tout brûlé. De 1941 à 1945, les troupes d'Hitler et leurs alliés européens ont multiplié les crimes contre les civils. Ils nous ont jetés dehors et ont mis le feu. Ils ont tué mon père. On est resté seuls. C'est là qu'ils les ont brûlés vifs. Des crimes de masse, d'une ampleur inimaginable. C'était les unités de représailles. Ils laissaient rien passer. Parmi les alliés des Allemands, on l'oublie souvent, se trouvaient des Français. Ils appartenaient à la LVF. Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Eux aussi ont participé aux crimes, et leur histoire n'a jamais été racontée à la télévision. L'un d'entre eux, cet homme à droite, s'appelle Ugo Ramaciotti. Engagé volontaire en 1941, il a tenu un journal intime et filmé avec sa caméra personnelle. Des documents découverts par hasard et que sa famille nous a confiés. C'est par ses yeux, ses impressions tourmentées, que nous allons raconter leur histoire. Son témoignage, exceptionnel et inédit, nous instruit sur les atrocités commises contre de simples civils, au nom de la défense de la civilisation. Ces soldats appartenaient à l'armée d'Hitler et ils étaient français. Tous volontaires, ils ont prêté serment au Führer et porté l'uniforme de l'ennemi. Un écusson tricolore cousu sur la manche droite. Alors que la France était occupée par l'Allemagne nazie, ils ont été envoyés sur le front de l'Est et ont constitué le 638e régiment de la Wehrmacht. Pour protéger l'Europe du communisme, disait-il. On les a longtemps considérés, un peu vite, comme des soldats sans importance. Mal formés, mal commandés, on les estime à 6000 sur la durée de la guerre. Un petit contingent par rapport aux autres volontaires européens. Très loin des 800 000 Russes et 250 000 Ukrainiens recrutés sur place, ou des 47 000 Espagnols envoyés par Franco. L'histoire de ces Français a commencé à l'été 1941, lors de l'opération Barbarossa, quand Hitler a lancé son armée, 3,5 millions de soldats, à l'assaut de l'URSS. Un mois après le début de l'attaque, les partis collaborationnistes parisiens se sont réunis au Vélodrome d'hiver pour réclamer la participation de la France à l'offensive. Ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salauds, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Ils n'ont jamais fait partie de l'armée française. La LVF est une association militaire privée, de type loi 1901, soutenue par l'ambassade d'Allemagne, Pierre Laval et le maréchal Pétain. Vous détenez une part de notre honneur militaire, leur dira le chef de l'État depuis Vichy. La moitié seulement des candidats ont été retenus. Parmi eux, des aventuriers, des petits voyous aussi. Certains tripleront leur salaire. Des ambitieux. Il y a aussi ces idéologues, qu'on appelle idéalistes à l'époque, comme Jacques Doriot, le chef du PPF, celui qui parlait à la tribune.
Pour l'opinion française, ce sont des traîtres. C'est de nuit, presque en cachette, que le premier contingent a quitté la caserne de la LVF à Versailles pour aller se battre en Russie. Les voici, en route vers l'Est, filmés avec la caméra d'Ugo Ramazzotti, toujours à droite. Nous partons pour participer à la victoire de l'Europe nationale socialiste, écrit le caméraman amateur. Affectés comme infirmiers au 1er bataillon de la LVF, ils ne se doutent pas qu'ils seront bientôt entraînés dans la répression contre les habitants. Dans sa propre famille, son engagement n'est pas compris. Et c'est toujours le cas 80 ans plus tard, quand nous rencontrons à Paris son fils Hugues, 7 ans à l'époque. Avec lui, nous avons visionné les films et lu les lettres de son père, mort sur le front en 1944. Bon, ben, voilà la carte qu'il m'a écrite, donc 2 mois avant de mourir. Sois un homme fier, courageux, fort et franc, et en horreur le mensonge. Par ce moyen, tu te prépareras à être un jour un homme droit. Je compte sur toi. Je t'embrasse bien fort, mon petit Hugues, à bientôt. Vous savez, le maréchal Pétain disait « travail, famille, patrie ». Hein? Ben, j'aurais bien voulu que mon père fasse passer la famille avant les idéaux, hein? La famille, la patrie. Mais, que voulez-vous? Ugo Ramazzotti, soldat atypique à la LVF et pétri de contradictions. Il est né en 1908 dans une famille italienne et a passé son enfance en Égypte, élevé dans une école catholique. Puis il est venu à Paris faire ses études à HEC et s'est marié à une Française, Anne. Petit patron dans l'industrie du café, il se considère comme plus français que les Français eux-mêmes. La France, pour lui, c'était tout. Et il faut imaginer la déception que ça a été, la catastrophe, lorsque la France a perdu la guerre face à l'Allemagne. Ensemble, le père et le fils ont assisté à l'entrée des Allemands dans Paris en 1940. En voulant traverser l'avenue Foch, on a vu les troupes allemandes qui défilaient. J'ai pas pu empêcher de leur tirer la langue. Et mon père m'a grondé parce qu'il dit on va avoir des ennuis. Mais il était comme moi, c'était affreux pour lui de voir cela. De manière inexpliquée, il va basculer dans le camp des Allemands. Ils étaient magnifiques, ils étaient impressionnants. Ils donnaient l'impression d'une force énorme. Alors mon père a peut-être changé d'avis à cause de cela. En réalité, ce fervent chrétien est avant tout un anticommuniste. Mon père parlait tout le temps de la croisade anti-bolchevique. C'est la grande idée, c'est le mot croisade, qui se réfère à une guerre chrétienne. Pour lui, la Russie soviétique, c'était le diable. C'était le monstre à détruire. Il était avant tout très catholique. La Russie soviétique était nettement anti-catholique. C'est comme ça qu'il la voyait, en tous les cas. En décembre 1941, 3 mois après son engagement, Ramazzotti a participé au sein de la LVF à la bataille de Moscou, par -40 degrés.
Un échec pour les troupes d'Hitler. Et notamment pour ces Français qui se sont approchés de la capitale russe sans réussir à percer. Il était persuadé de gagner la guerre en 2 mois, que les Allemands allaient battre l'URSS comme ils avaient battu la France. Et en janvier 1942, il écrit dans ses carnets « On a été arrêtés par l'hiver, au printemps, les combats vont reprendre, dans 2 mois, c'est terminé ». Mais au printemps 1942, rien n'est terminé. Au contraire. Et pour la LVF, un nouveau combat commence. Plus rien à voir avec la guerre classique. Avec ses camarades, Ugo Ramazzotti est envoyé à 200 km en arrière du front. En Biélorussie, une république soviétique conquise 1 an plus tôt par les armées d'Hitler. Il s'installe dans plusieurs villages, dont Murovo, au bord de la Bérézina. Non loin de l'endroit où Napoléon et sa grande armée sont passés lors de la retraite de Russie en 1812. C'est ici, à 2000 km de la France, que tout va dégénérer. La LVF a pour mission de lutter contre les maquis soviétiques, cachés dans les forêts autour du village. Curieusement, à leur arrivée, les Français sont plutôt bien accueillis. Nous logeons chez l'habitant. De nombreux gosses et des paysannes nous amènent des fraises et des myrtilles en échange de pain ou de savon. Je contemple la beauté de leurs yeux aux longs cils et le teint rouge et blanc de leur visage. Notre hôtesse nous annonce que quelques jours plus tôt, les partisans ont tué son frère après avoir volé une vache. Depuis qu'ils ont pris le maquis, les partisans n'hésitent pas à réquisitionner de la nourriture dans le village. À Murovo, 80 ans après les faits, nous rencontrons Anna Petrovna, 12 ans à l'époque. Pour elle, l'arrivée des Français, en 1942, est tombée à pic. Les partisans nous avaient pris des cochons, des moutons. Ils devaient se nourrir dans la forêt. C'était avant l'arrivée des Français. Toute petite, j'ai dû m'allonger contre une brebis. On s'est caché des partisans pour qu'ils ne la prennent pas. Nous l'avons égorgée nous-mêmes pour la manger. Ils étaient gentils, les Français. Trop gentils. S'ils pouvaient être toujours là, ce serait bien. Un intérêt bien compris, qui touche même certaines familles de partisans. Au village voisin de Tchernivitchi, Irina Nikolaevna, bien que fille de résistants, semble apprécier certains soldats de force d'occupation. Parfois, ils apportaient de la nourriture, leur reste, et on parlait. Des relations paisibles, temporairement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À Bosovo, il y avait un médecin allemand. Mon grand frère lui a amené mon petit frère, car il avait une inflammation sur le bras. On lui a mis le pansement, de la pommade, et le bras a guéri rapidement. Les Français emmenaient les filles en promenade. Certains parlaient russe. Le soir, on dansait. On courait à ces soirées. Ils nous offraient des harmonicas.
C'était bien. Une soirée presque chaque jour. Pour les soldats de la LVF, la belle vie. Ils semblaient des êtres humains, normaux, comme nous. Mais les fascistes, c'est les fascistes. Et les soldats, c'est les soldats. Pacifiques dans la plupart des villages où ils s'installent, les soldats français vont bientôt commettre leurs premières exactions lors de patrouilles aux alentours. Dès leur arrivée, le commandement allemand leur a donné pour mission de traquer les bandes armées qui multiplient les coups de main contre les voies de communication, notamment la route reliant Varsovie à Moscou. Des ennemis invisibles, connaissant les lieux et menaçant l'occupant à chaque pas. Les voici, ces fameux partisans. En Biélorussie, il y en aura 180 000. Ces images nous sont parvenues grâce aux caméramans envoyés par Staline pour les besoins de la propagande soviétique. Des images authentiques, un peu trop joyeuses peut-être, d'après les récits des témoins que nous avons rencontrés dans l'ancienne zone française. L'un d'entre eux est Goretsky Andrei Vidoldovitch. Il a rejoint les maquis dans la forêt à l'âge de 15 ans. J'ai pris ma petite vache. Je me suis enfui dans le bois et j'ai donné ma vache aux partisans. Ils m'ont accepté. J'étais dans le groupe des bolcheviks. On était près de 400. Pendant des mois, les partisans sont en infériorité face aux Français qui tiennent les villages. Comment on vivait? On était affamés. On avait froid, on était nombreux. 400 personnes, il faut les nourrir. La faim, le froid, la peur. Et c'est tout. On est resté sans nourriture, sans eau. On a mangé de l'herbe, des feuilles de tilleul, de l'oseille. On essayait de creuser dans le sol pour trouver des pommes de terre, même abîmées. J'étais nu, sans chaussures. On a vécu comme ça. Ce que je pensais, comment survivre. Un engagement total, provoqué par les crimes des soldats allemands dès 1941, lors de l'invasion de l'URSS. Depuis Moscou, Staline a appelé au soulèvement des habitants. Et c'est ce qu'ils font contre les Français de la LVF. Les avions ont parachuté des armes. On a fait exploser le chemin de fer entre Samalyavichi et Djouzina. Fallait combattre. C'était la guerre. On a tué. On les déshabillait pour récupérer leurs vêtements. Les habitants nous aidaient. Oui, on les a aidés.
Mon père était agent de liaison pour les partisans. Tout le monde faisait la guerre. Pour sa terre. Pour ses enfants. Pour la patrie. Les partisans étaient gentils. Ils ont protégé notre patrie pour empêcher la victoire des Allemands. Les Allemands, ces fascistes, ils frappaient. Ici, c'était que des familles de partisans. On était tous pour les partisans. Depuis les villages qu'ils occupent, Ugo Ramazzotti et ses camarades multiplient les opérations de ratissage. Il filme avec sa caméra, envoyant les pellicules à sa femme par le courrier militaire. Et il en fait le récit dans son journal. Une voiture vient de sauter sur une mine. Nous devons surprendre des partisans réfugiés dans un village. Nous traversons des fourrés, des marécages. J'essaie de prendre un air rassuré, mais je réalise le danger. À 3 reprises, nous trouvons des traces de campements que les partisans ont dû abandonner précipitamment. L'un d'eux, fait prisonnier, nous sert de guide. Des débuts décevants. Lors d'opérations combinées avec d'autres unités de l'armée allemande, ils encerclent des villages considérés comme ennemis. Là où, pense-t-il, les partisans se réfugient et se nourrissent pendant la nuit. Mais c'est l'échec. L'un des paysans nous apprend que le village abritait 200 partisans, mais qu'ils se sont repliés à 4 heures du matin. Le sort semble se moquer de nous, et je n'y comprends rien. Nous apparaissons dans un coin, et les partisans déguerpissent. Nous repartons 2 jours après, et les partisans reviennent. C'est lors de l'une de ces opérations ratées que la situation dérape. Frustrés, les Français s'en prennent au bétail. Le nombre de cochons et de volailles massacrés est incroyable. Il a fallu une simple pause pour qu'aussitôt la chasse soit ouverte. Que suis-je venu foutre dans cette galère ? Pour Ramazzotti, un choc. Le pillage, très fréquent sur le front de l'Est, va se généraliser à la LVF, car les officiers, censés l'interdire, sont souvent les premiers à s'y livrer. Le capitaine est archi-fou. Aucun sens de la responsabilité. Quelle bande de clochards et de salopards. Pillage, vol, et déjà, les premiers viols. Un légionnaire raconte. Je me laisse tomber sur elle et je la prends ainsi. Les bottes ruisselantes, les grenades à mon ceinturon, la figure couverte de poussière et de sueur séchée. Il se justifie. Ce n'est pas une guerre de soldats, mais de pirates. Pour l'instant, à Murovo, les habitants continuent de soutenir les Français, notamment la famille d'Anna Petrovna. Un soutien qu'elle va payer au prix fort.
Il y avait des maisons là-bas. Ici, c'était notre maison. Et là-bas, la maison de Misha, le conducteur de tracteur. Les partisans ont brûlé ici même. Ils sont venus et ils ont brûlé la maison. Les vaches ont été brûlées. Peut-être parce que les Français étaient là. Le diable sait pourquoi. Une population qui se déchire. Des Français menacés qui comptent leurs premières victimes. Nous ne savons pas si la personne qui nous sourit ne nous poignarderait pas avec le plus grand des plaisirs, écrit Ramazzotti dans son journal. Il continue de filmer. Pour son engagement dans la guerre contre l'URSS, il est décoré de la médaille d'hiver à l'Est. Cela fera plaisir à Hugues, dit-il. Pas dupe des honneurs. Il souhaite maintenant revenir en France, retrouver sa femme et son fils. Mais à la fin de l'année 42, avec le début de la bataille de Stalingrad, les permissions sont suspendues. J'ai un cafard désespérant. Je pensais à Hugues, à Anne. J'ai l'impression de l'avoir crié, pleuré, gesticulé. Et me prier de faire marche arrière. Ça ne correspondait pas à son idéal. Et il considère que dans cette LVF, il y a une majorité de voyous. C'était une bande plutôt qu'une armée. Pour lui, c'était horrible. À l'automne 1942, des unités de la LVF ont déjà été impliquées dans des massacres de masse, y compris de juifs. Le 4 octobre, cette fois, c'est une patrouille française qui tombe dans une embuscade tendue par les partisans. 18 morts. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Les gars gisent par terre. 2 d'entre eux ont des doigts coupés. Ils avaient probablement des bagues. Il paraît que les blessés ont été achevés par ces bandits. Pour Ramazzotti, un nouveau choc. Les hommes sont surexcités et se vengeraient facilement sur les civils, dit-il. Et il pose la question. Y aura-t-il une expédition punitive ? Depuis un décret allemand de mai 1941, les représailles sur les civils sont autorisées. Et le choix de la répression collective est laissé au jugement des officiers. Il le sait. Aucun soldat ne saurait être poursuivi pour ses actes contre la population. Quatre jours après l'embuscade, le commandement allemand lance une opération de représailles dirigée par la SS. Ce sont de rudes gars qui ne laissent pas grand-chose derrière eux, écrit Ramazzotti. Durant une semaine, les SS vont s'en prendre aux villages réputés ennemis. Un cauchemar encore à vif, 80 ans plus tard.
On avait surtout peur de ceux qui portaient le casque. Sur ce casque, il y avait une tête de mort, avec les dents très larges. Ça faisait comme une grimace. Ramazzotti ne participe pas à l'opération, contrairement à certains de ses camarades du 1er bataillon. Ils sont venus de ce côté-là, ils ont tout brûlé. Tout! Les partisans disaient « Fuyez! Ne restez pas dans les maisons, fuyez! Les Allemands arrivent !» Mais où pouvait-on se cacher? On ne pouvait rien faire. Ah, tes partisans? Boum! Ils brûlent la maison. Ils ont allumé des torches et les ont jetées sur les maisons. Tout s'est enflammé. Là-bas, ça brûlait. Là-bas, ça brûlait. Et là-bas, les autres maisons aussi. Et après, ici. C'était une purification. Tous ceux qui étaient liés aux partisans étaient assassinés. Maman a failli être tuée. Si elle n'avait pas embrassé la main de l'Allemand, elle aurait été tuée. J'ai vu que la cour était pleine de soldats. Ils ont demandé « Ils sont là, les partisans ?» Papa a dit « Oui, ils sont venus. » Quelqu'un avait dénoncé papa, car il s'occupait de leurs armes. Ils ont tout retourné dans la maison. Puis ils l'ont frappé sur la joue droite avec quelque chose. Il a commencé à saigner, ça coulait beaucoup. J'ai couru vers le bois. Un soldat m'a vu et il a ri. Il disait « Petite, petite, petite !» J'ai commencé à reculer. Il est venu vers moi. Il était gros, robuste, avec un casque. Il m'a attrapé la jambe et m'a jeté dans la neige. J'ai essayé de m'enfuir en rampant. On n'a même pas eu le temps de prendre nos vêtements. Moi, j'étais toute seule. J'étais petite, j'avais que 7 ans. J'avais peur des Allemands. Nous nous sommes enfuis, là où nos pas nous ont menés. Nous pleurions les petits, moi et mon frère. Il faisait froid, moins 40 degrés. On n'avait rien pour vivre. Mon frère a allumé un feu. Ça nous a réchauffés. Nous avons disposé des branches de sapin et nous nous sommes assis dessus. On a passé tout l'hiver dans le bois, à côté du feu. Pour la population, le calvaire a commencé. Des centaines de personnes, peut-être des milliers, vont tenter de survivre dans la zone contrôlée par les Français. Certains restent dans les bois. D'autres sont hébergés dans les villages voisins par des amis. Des crimes de guerre qui laissent indifférents un grand nombre de légionnaires français. Regardez leurs films de l'époque. Sûrs de leur bon droit après l'embuscade contre leurs camarades, beaucoup approuvent la répression. Ugo Ramazzotti lui-même ne s'offusque pas. Les opérations de nettoyage des SS ont été atroces, écrit-il. Mais ce sont les nécessités de la guerre. Et j'espère que la région sera maintenant plus calme. Dans leur lutte contre les partisans, les Français sont maintenant aidés par des collaborateurs locaux. Un au minimum par village. Ils leur désignent les familles de partisans.
Chez nous, il y avait un traître. C'était un traître. Il a trahi les gens. C'était un policier. Sans les traîtres, la guerre aurait pu finir plus vite. Qu'est-ce que vous faisiez des traîtres? Nous, les partisans, on tuait les traîtres. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On ne pouvait pas faire autrement. Que faire d'autre? Fallait bien libérer le pays. Nous sommes à la fin de l'année 1942. Une radicalisation générale. Alors que les Alliés débarquent en Afrique du Nord, à Stalingrad, plus de 200 000 soldats allemands, aidés de troupes roumaines, italiennes, hongroises et croates, affrontent l'armée rouge. La LVF ne participe pas à la bataille. Considérés par les Allemands comme des soldats de qualité moyenne, les Français restent cantonnés en Biélorussie, 1500 km plus à l'ouest. Comme les volontaires russes, ukrainiens ou baltes, ils vont continuer à traquer les partisans dans les forêts. Mais cette fois avec de nouvelles règles. Le 16 décembre 1942, l'état-major allemand adopte une directive à destination des commandants d'unités. On y lit que tous les moyens seront désormais utilisés contre les femmes et les enfants. Dès lors, disent-ils, que cela conduit au succès. En clair, toute la population est une cible, qu'elle soit liée aux partisans ou pas. L'information arrive-t-elle jusqu'à eux? Ramazzotti s'inquiète de toute autre chose. L'absence de lettres de sa famille. Il est 16h20. Moutier me filme avec mon appareil de prise de vue, fumant ma pipe. Les nouvelles ne sont pas fameuses. J'ai envoyé ce matin ma lettre numéro 28 à Anne. Mais qu'est-ce qui se passe? Si Anne était malade, quelqu'un m'écrirait à sa place, non? En apparence, il y croit toujours. Ma confiance dans la victoire est inébranlable, écrit-il. En réalité, il est en plein doute. Un fait l'intrigue pour la suite de leur mission. Les officiers leur demandent de ne plus habiter dans les mêmes maisons que les villageois. Les civils qui nous logent sont forcés de s'installer ailleurs. Et les légionnaires sont mécontents de les mettre à la porte de chez eux. Que faire? Déjà 1 an de Russie. Toujours pas de permission. Un exil interminable et routinier. Derrière la fausse gaieté, ces carnets se noircissent de récits des abus sexuels commis par les légionnaires français, y compris des officiers, sur les civils. Les hommes sont à bout, écrit Ramazzotti. Cette légion est maudite. Le soir de Noël, il se saoule avec ses camarades. Que l'année 43 soit celle de notre victoire, lance-t-il à la cantonade le 31 décembre.
elle sera celle de l'ignominie. Car le 6 janvier 1943, 6 mois après son arrivée en Biélorussie, l'infirmière Ramazzotti doit participer à une expédition contre des villages supposés rebelles. Objectif affiché, délivrer des prisonniers français détenus par les partisans. En réalité, son chef de bataillon veut marquer les esprits et terroriser la population, comme l'ont fait les SS 2 mois plus tôt, en appliquant les nouvelles règles. Une section rapide à cheval, appelée troupe de choc, a été constituée pour l'occasion. Après quelques escarmouches contre les partisans dans la forêt, la colonne arrive en vue du petit village de Sitch. Il a emporté sa caméra. Je ressens une angoisse indicible. Ce village sera mis à feu et à sang. Les hommes ont l'ordre de descendre toute personne qu'ils rencontrent, de n'importe quel âge ou sexe. Ces gens ne sont pas responsables. Et il y a des enfants. À leur habitude, ils attaquent le village à l'obus de mortier, mais cette fois, ils vont se ruer sur toutes les maisons sans distinction et les incendier les unes après les autres, qu'elles appartiennent à des partisans ou pas. Ramazzotti prend ces quelques clichés de nuit, puis, horrifié, coupe sa caméra. Ces autres images ont été tournées par des soldats allemands lors de massacres identiques. Coups, torture, meurtre, viol. Les Français étaient particulièrement méchants. Ils ont frappé plus de gens que les Allemands. Les gens avaient énormément peur des Français chargés des représailles. On les appelait les punisseurs, les assassins. Ils violaient les femmes. Mon père est parti à Sitch pour voir, et il a vu les gens tués. Il a vu leurs cadavres carbonisés dans la rue. Ils ont jeté les enfants dans le puits, avec les grands-mères. Papa a vu comment ils ont retiré les corps des jeunes filles du puits. Il a vu tout ça. Il est rentré à la maison avec de la fièvre. Il a dit qu'il ne le supportait pas. C'était insupportable à voir. Tout était en cendres. Il n'y avait plus rien. Les enfants ne sont pas responsables. De quoi sont-ils coupables? Pourquoi ont-ils tué et brûlé les enfants? Après cette nuit d'horreur, Ugo Ramazzotti reprend sa caméra et filme, de loin, un autre village incendié par la troupe de choc, Czerniewice. De ce village tranquille, la mort affreuse a fait sa proie. Un légionnaire me dit qu'il a été témoin d'actes innommables sur un vieillard. Ils ont tué, pillé, violé, pour assainir leurs sales instincts. Les habitants ont été enfermés dans la maison. Ils les ont tués. Ils ont empilé leurs cadavres sur une table. Parmi ces cadavres se trouvait celui de ma grand-mère et ma tante. Ma tante avait 12 ans.
Elle était encore vivante, au-dessus des cadavres, allongée sur ma grand-mère. Et elle criait. Elle pleurait. C'est là, à côté de cet arbre. La maison était là. Ils ont totalement brûlé la maison. Et elle, ils l'ont brûlée vive. Voilà, cette pierre ici. C'est là qu'ils ont été brûlés. Trois jours plus tard, les survivants se sont réunis ici et ils ont trouvé la jambe de ma tante, pas carbonisée. La jambe était restée avec sa botte. Ce que je ressens, de la douleur et de la pitié pour ses proches qui sont morts pour rien. De retour à son village de garnison, Ramaciotti raconte les faits à ses camarades. Il proteste auprès de l'un des chefs, l'adjudant Barbara, et écrit dans son journal. Je suis outré. Barbara reconnaît avoir abattu avec ses soldats un nombre considérable d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais il se retranche derrière les ordres reçus. Je ne cache pas mon mépris et dis qu'il y a parmi les cavaliers d'authentiques bandits. Pendant quelques jours, cette protestation met Ramaciotti en difficulté. Mis au courant, le commandant Simoni, chef du 1er bataillon, s'oppose à sa promotion au grade de caporal. Mais il n'est pas sanctionné et s'en tient là. Que se passe-t-il après le massacre de Sitch? Difficile de le savoir. Le prochain massacre documenté a lieu 4 mois plus tard, le 16 mai 1943, dans ce village, Kotovo. En Biélorussie, plus de 600 villages et 9000 hameaux ont été brûlés et massacrés par les forces hitlériennes. Mais combien par les Français? Les récits de plusieurs légionnaires, comme celui d'Éric Labat, évoquent des actes de routine. Nous surgissions comme l'ouragan. Les habitants savaient en nous voyant ce qui les attendait. Impitoyables, le visage figé, nous accomplissions en silence les quelques gestes indispensables. Un tour dans la grange, une poignée de paille, une allumette craquée et un coup de pied dans les premières flammes. Après avoir brûlé le village, on effondrait les puits à la dynamite et on saccageait les silos afin que les pommes de terre deviennent impropres à la consommation. Amer, Ugo Ramaciotti va ranger sa caméra, définitivement. Et en février 1943, quand la bataille de Stalingrad sera perdue, il arrêtera d'écrire. La nuit dernière, j'ai fait un rêve qui m'a angoissé. J'étais à Paris. Des balles perdues sifflaient à mes oreilles. Les civils, fous de joie,
déambulait dans les rues et je sentais que les Allemands battaient en retraite devant l'avance anglo-gaulliste. J'étais profondément ému devant l'écroulement de mes rêves socialistes et nationaux. Je déplorais de ne pas pouvoir participer au bonheur collectif et je sentais planer autour de moi le reproche terriblement injuste d'avoir trahi la France. Dans ce rêve prémonitoire, les contradictions d'un homme. Au nom de sa morale personnelle, il n'a cessé de critiquer ses camarades. Il a dénoncé leurs crimes. Pourtant, il reste à la LVF. Il était plein de contradictions. En 3 ans de guerre, il est venu 2 fois en permission. Il était venu me voir en Bretagne. Et j'ai entendu mon père dire plusieurs fois qu'il admirait 2 sortes de personnes, ceux qui avaient choisi De Gaulle et ceux qui avaient choisi la LVF. Et en 1944, quand des FFI ou des gens qui étaient en lien avec les FFI ont cherché à le faire changer d'avis, ils lui ont proposé de rentrer avec eux, il s'y est opposé, il a dit « on n'abandonne pas des camarades ». Je me rappelle très bien de cette phrase devant moi, « on n'abandonne pas des camarades ». Alors il savait que c'était fini, qu'il allait perdre. Une tragédie, où la fin est écrite à l'avance, où l'on marche comme un somnambule jusqu'à sa propre perte. L'histoire d'Ugo Ramaciotti se termine en juillet 1944. Blessé sur le front, il meurt dans un hôpital de Prusse orientale, en laissant sa femme Anne et son fils Hugues, âgé de 10 ans. Devenu adulte, son fils Hugues sera militaire, comme lui. Il épousera la fille d'un résistant français, mort en déportation dans les camps nazis. Mon père est mort, il avait 36 ans. Et souvent, je fais un rêve. Je le vois comme s'il était mon fils. Et je l'engueule. Je l'engueule. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as été foutre là? L'histoire de la LVF se terminera en septembre 1944, après la libération de Paris, quand plus de 1000 de ses membres rejoindront la division Charlemagne, à la demande de Himmler, le chef de la SS. Ils y retrouveront des vétérans de la collaboration, dont de nombreux miliciens français réfugiés en Allemagne. Jusqu'à l'écroulement du Troisième Reich en avril 1945, ils se battront en Pologne, puis en Allemagne. Quelques dizaines d'entre eux feront même partie du dernier carré des défenseurs de Berlin. Faits prisonniers par les Russes, la plupart seront retenus en captivité en Union soviétique, puis en France, avant d'être amnistiés dans les années 50. À ce jour, aucune étude française n'a été menée en Biélorussie sur les atrocités de la LVF. Des massacres oubliés, négligés par les historiens, et toujours brûlants au cœur des Biélorusses.